Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV78. Voici les titres de ce mercredi 16 décembre. En cette période de crise sanitaire, on parle beaucoup de crise économique. Alors, la pandémie mondiale va-t-elle accentuer le surendettement des ménages? Nous parlerons de ce sujet avec Pauline Dujardin, chargée de mission et juriste pour la Fédération française des associations Crésus, qui accompagne les particuliers pour gérer leur budget. Les entreprises, elles aussi, ont des difficultés financières. Nous ferons le point sur le centre d'information sur la prévention qui aide les professionnels à s'en sortir. Dans l'actualité également, il y a un an, Île-de-France Mobilité a lancé son offre de location de vélos électriques. Hier, lors d'une visioconférence, ils ont dévoilé leur nouveau modèle de 2 roues. Enfin, en remplacement des traditionnelles féeries, la ville de Trappes organise pendant 3 jours l'événement Tous aux fenêtres pour fêter la fin d'année. Aujourd'hui, nous allons donc parler surendettement, un phénomène qui touche aussi bien les particuliers que les entreprises. À ce sujet, nous accueillons Pauline Dujardin. Bonsoir. Bonsoir Éléonore. Bienvenue. Vous êtes donc chargée de mission et juriste au sein de la Fédération française des associations Crésus. Crésus, je le rappelle, a donc 3 missions principales, le traitement, mais aussi la prévention du surendettement et le microcrédit personnel. Vous intervenez auprès des particuliers. Alors, tout d'abord, Pauline Dujardin, est-ce que la crise sanitaire a fragilisé les ménages en Île-de-France ? Alors, ce qu'on peut constater aujourd'hui pendant la crise sanitaire, c'est que finalement, on a eu un équilibre. Il y a eu des dépenses en moins qui ont pu compenser les ressources en moins. Finalement, les dispositifs qui ont été mis en place, que ce soit par l'État, notamment avec la mise en place du chômage partiel, ou par les organismes bancaires qui ont accordé des reports d'échéance, ont permis de tenir le choc. Et donc, y a-t-il une baisse ou une augmentation des personnes, on va dire, surendettées, vraiment le cas extrême en France depuis cette crise sanitaire ? Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de visibilité parce que les chiffres sont trompeurs. En effet, si vous regardez les chiffres de dépôt de dossiers de surendettement, il y a eu une baisse considérable pendant le confinement. Et ces chiffres sont trompeurs parce que ce n'est pas parce que les gens n'étaient plus en état de surendettement, mais parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient déposer des dossiers de surendettement. Et nous, c'est également ce qu'on a constaté au sein de nos associations. On n'a pas eu encore d'explosion des contacts des particuliers liés à leur situation. Alors justement, vous parlez de situation. Dans quelle situation faut-il se trouver pour faire appel à Crésus ? Donc je le rappelle, Fédération française d'associations qui se nomme donc Crésus. Tout à fait. Il faut venir nous voir et il faut venir voir les associations lorsque vous commencez à ressentir des problèmes financiers. Ce n'est pas la peine et il ne faut pas attendre d'avoir le couteau sous la gorge pour venir. Parce que parfois, on a l'impression qu'on va pouvoir s'en sortir. On laisse un peu couler les choses et c'est là que plusieurs portes se ferment. Alors que si on avait pris le dossier plus tôt, on aurait peut-être pu éviter le surendettement et passer par d'autres procédures, par exemple de demander des délais de paiement auprès du juge ou pouvoir agir sur le budget en prévention. Alors, je vais citer quelques permanences dans le département des Yvelines. L'association Crésus Île-de-France, donc cette fois-ci, on va dire la fédération, l'association, Île-de-France, donc de Crésus, elle compte 18 permanences dans une quinzaine de communes du département. Ces permanences sont ouvertes à tous et des conseillers spécialisés sont disponibles sur rendez-vous pour aider à gérer le budget, c'est ce que vous disiez. Vous pouvez en voir donc quelques-unes sur la carte, comme Versailles, Mantes-la-Jolie ou encore à Trappes. Pour plus d'informations, de toute façon, rendez-vous sur le site de l'association Crésus. Alors, Pauline Dujardin, à quel moment se considère-t-on comme surendetté ? C'est lorsqu'on n'arrive plus à faire face à ses charges et à ses crédits. Dans cette situation, il faut aller consulter pour qu'un bénévole de l'association puisse faire un diagnostic et voir où est le problème. Est-ce qu'on peut uniquement agir sur le budget ou est-ce qu'il faut constituer éventuellement un dossier de surendettement ? Et l'association sera là pour vous accompagner dans chaque procédure préconisée.
Alors, dernière question, Pauline Dujardin, c'est une information qui est tombée aujourd'hui. L'UFC Que Choisir s'inquiète du niveau record d'endettement des ménages français et particulièrement qu'ils soient incités à prendre des prêts en cette période de crise sanitaire, des crédits à la consommation, etc. Et justement, ces prêts, ces crédits, ne sont-ils pas un des facteurs d'un futur surendettement? Mais également, deuxième question, est-ce que les organismes qui accordent ces prêts ne sont pas aussi un peu fautifs? La difficulté, c'est l'absence d'équilibre dans l'information. Nous, chez Crésus, on se bat pour un fichier positif des crédits qui permettrait à chaque organisme de crédit de vérifier l'endettement des particuliers avant d'en accorder. Aujourd'hui, ce fichier n'existe pas et lorsqu'on est pris dans cette spirale du surendettement, on peut être tenté effectivement de ne pas donner forcément les bonnes informations pour pouvoir obtenir les crédits. Quant à la crise sanitaire, aujourd'hui, les entreprises sont sous perfusion. Par contre, on attend premier semestre de l'année 2021 beaucoup de licenciements. Et effectivement, à ce moment-là, les crédits vont poser un problème parce que les gens ne pourront plus les rembourser parce qu'ils n'auront plus les mêmes ressources. Et nous, ce qu'on attend, c'est que tout le monde se mette autour de la table, tout l'écosystème, les associations, les organismes bancaires et l'État pour trouver des solutions ensemble, comme il a pu être trouvé pour les entreprises dans le cadre de cette crise sanitaire. Merci Pauline Dujardin d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci vient beaucoup. de parler... Pardon, au revoir. On vient de parler des particuliers, mais les entreprises, elles aussi, peuvent se retrouver dans une situation de surendettement. Justement, avec la crise sanitaire, de plus en plus d'entreprises ont des difficultés financières. Le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises les accompagne et essaye de trouver des solutions. Reportage de Célia Gatsongo. Cette société de location de matériel audiovisuel dédié à l'événementiel a vu son activité arrêtée dès le premier confinement. Tout le matériel dort sur les étagères puisqu'il n'y a plus de réunions possibles. Sur 10 appels faits, il y avait 10 devis faits et pratiquement 8 affaires conclues. Et tout s'est arrêté net à partir du 14 mars. Plus aucune affaire, plus aucun dossier. Un plan social a donc dû être mis en place. Sur 47 salariés, 20 postes ont été supprimés, ainsi qu'une antenne à Toulouse. Leur chiffre d'affaires a été divisé par 2. En 2019, ils avaient réalisé 12 millions d'euros, seulement 7 millions en 2020. Pour continuer une certaine activité, les salariés ont créé un studio de 180 mètres carrés avec un mur de LED dans leur partie dépôt pour pouvoir le proposer à la location. Ici, vous avez un grand écran LED qui permet de faire de la communication des entreprises, leur communication interne. Vous avez derrière le plateau caméra et nous envoyons tout ça sur Internet par le biais du streaming avec une plateforme digitale. Ce sont des nodales. Les salariés, par le biais de cette plateforme, vont récupérer les flux de visioconférence par exemple. Et ça, c'est la solution qu'on a trouvée pour pallier à la crise, parce que ça marche plutôt bien et on a d'excellents retours de nos clients. Mais cela ne suffira pas pour payer toutes les charges. La société a donc fait appel au CIP, le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises. On est en rendez-vous avec 3 professionnels, dont un ancien juge du tribunal de commerce de Versailles. On leur a exposé notre situation. Ils nous ont donné des conseils qu'on a appliqués. Ces entretiens ont lieu 2 jeudis par mois. En général, 50 entretiens ont été réalisés en une année. En 2020, il y en a eu plus de 80. En 2021, je suis persuadé qu'il va y avoir un boom d'entreprises en difficulté. Oui. Donc quand ils vont commencer à faire leur premier bilan et leur première prévision de trésorerie, que ça va tomber dans le rouge, forcément ils vont venir nous voir. La CIP prévoit déjà d'instaurer des rendez-vous supplémentaires en 2021 pour gérer l'afflux des entreprises en difficulté. On prend maintenant la direction de la ville de Plaisir. Cela fait des années qu'un mur, puis une porte vitrée bloquent le passage entre la passerelle de la galerie commerciale d'Auchan et le nouveau centre commercial Mon Grand Plaisir. Malgré l'avis favorable de la commission sécurité, un litige entre les deux parties continue de bloquer l'ouverture. Mais depuis hier, la maire de Plaisir, Joséphine Coleman-Berger, a obtenu sa réouverture partielle pour que les habitants puissent transiter vers la gare. En attendant le règlement du litige, la passerelle est donc ouverte depuis aujourd'hui entre 7h et 9h le matin et le soir entre 19h et 20h.
Dans l'actualité également, le Conseil régional d'Île-de-France examinait le budget pour l'année 2021, un budget qui se chiffre à 5 milliards d'euros. La région investit notamment dans le transport, 1,8 milliard d'euros. Un volet a aussi été consacré à la crise sanitaire avec un plan pour l'hôpital. 1 milliard d'euros y seront investis entre 2020 et 2022. Cela servira notamment à financer la formation dans les instituts en soins infirmiers, développer la recherche médicale ou encore accompagner et soutenir les soignants en créant par exemple des lits. Et enfin, en ce qui concerne la culture, 109 millions d'euros viennent d'être votés pour ce domaine avec comme priorité soutenir le développement culturel et reconduire les aides exceptionnelles liées au Covid-19. Autre budget 2021 voté récemment, celui du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Il s'est réuni hier pour établir les prévisions budgétaires. L'enveloppe prévue pour les investissements reste constante. On fait le point avec Justine Brasier. Il s'est tenu ce mardi 15 décembre au programme les prévisions budgétaires pour l'année à venir. Alors il n'y a pas plus de dépenses engagées par rapport à l'année dernière puisque le budget global 2021 s'élève à 16,2 millions d'euros prévus contre 16,3 en 2020. Ce budget, on le rappelle, ne se substitue pas aux budgets départementaux. Le pays Yvelines Hauts-de-Seine permet de réaliser des économies grâce à une mutualisation des services, à une mise en commun des marchés. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Comme on passe des commandes en volume beaucoup plus importante, les entreprises ajustent leur prix plutôt à la baisse. Et c'est ce qui génère ces économies et qui permet de faire que ce service qui est un service de proximité reste un service de proximité tout en étant globalement plus économique pour nos deux budgets. Si je prends un exemple qui est en termes de travaux de voirie, le fait de travailler ensemble et de passer des marchés en commun, nous avons économisé 15% entre l'an dernier et l'année qui a suivi. Concrètement, en 2021, et comme chaque année, 3 grands domaines d'investissement mutualisés entre les départements, l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental qui dispose d'une enveloppe de 12,9 millions d'euros, l'archéologie préventive avec 630 000 euros prévus et enfin l'adoption avec 147 000 euros. Un projet ressort quand même par rapport aux autres, c'est la maison destinée aux autistes, un projet qui, selon le président du département des Hauts-de-Seine, est rendu possible grâce à l'EPI. Et ça, c'est un très beau projet que nous n'aurions pas mené individuellement et qui va permettre à de nombreuses familles de pouvoir avoir leurs enfants encore à proximité plutôt que de partir en Belgique. La question reste la suivante, les deux départements vont-ils finir un jour par fusionner ? Une interrogation qui pourrait être l'un des enjeux des prochaines élections départementales en juin prochain. Il y a un peu plus d'1 an, Île-de-France Mobilité lançait Véligo Location, une offre de location longue durée de vélos électriques. Par exemple, à la vélostation de Saint-Quentin en Yvelines, on peut profiter d'une offre Véligo. Hier matin, en visioconférence, les équipes présentaient 3 nouveaux modèles d'équipement et faisaient le point sur cette première année de location. Reportage de Mélanie Poquet. Triporteur, biporteur ou rallongé. Pour 2021, Véligo Location propose 3 nouveaux modes de transport. 500 vélos à usage personnel vont rejoindre la flotte de location. Vous pouvez transporter vos enfants, les enfants d'amis, des animaux, des courses ou des petits meubles pour aider des amis à déménager. Ça se fait sur des trajets assez variés, ça permet de compléter des trajets. Donc vous pouvez partir de chez vous, déposer vos enfants, aller à votre travail, puis le soir revenir faire des courses. Donc c'est un usage très polyvalent. Faire découvrir aux Franciliens le vélo électrique à moindre coût. Lancé il y a 1 an, le service met à disposition 10 000 vélos classiques. Les locations peuvent aller jusqu'à 6 mois, renouvelées 3 mois. Progressivement, 5 000 vélos supplémentaires sont en train d'arriver courant de l'automne et 5 000 vélos à nouveau vont arriver début janvier jusqu'à février-mars 2021. Ce qui permettra d'atteindre 20 000 vélos en termes de flotte de Véligo Location. Aujourd'hui, on a 95% de nos usagers qui sont satisfaits du service qui est mis en place. Les préinscriptions pour le triporteur ont débuté hier mardi 15 décembre. Les souscriptions pour le biporteur et le rallongé débuteront au printemps 2021. La location de ces modèles coûtera 80 € par mois pour une durée de 3 mois.
Les comptes de campagne d'Ali Rabeh, maire de Trappes, sont-ils en règle? Hier soir, le conseiller d'opposition Othman Nasrou a indiqué dans un communiqué que la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques a décidé de rejeter les comptes de campagne d'Ali Rabeh. De son côté, ce dernier conteste cette décision. Sa liste pour que Trappes respire a indiqué par voie de communiqué que la Commission a considéré que les actions réalisées par l'association Cœur de Trappes, présidée à l'époque par Ali Rabeh, devaient être intégrées dans le compte de campagne, notamment la distribution de masques en tissu ou encore de kits pédagogiques. Selon le communiqué toujours, la commission aurait jugé que le maire de Trappes aurait dû, pendant la période électorale, adopter une attitude beaucoup plus réservée. Ce que la liste pour que Trappes respire réfute, ce sera désormais au tribunal administratif de se prononcer sur cette affaire. Et toujours à Trappes, à partir de demain et ce jusqu'à samedi soir, la ville fête la fin de l'année. L'événement Tous aux fenêtres remplace les traditionnelles féeries de Trappes. Jeudi, vendredi et samedi soir, il faudra se mettre à sa fenêtre de 18h à 20h pour observer les déambulations. La première adjointe de la ville nous en parle au micro d'Astrid Bergère. Sur 3 jours, nous aurons des déambulations sonores avec de la musique, des déambulations lumineuses avec des acrobates et des jeux de lumière. Et puis, nous aurons aussi un camion qui va se déambuler dans la ville avec là aussi une programmation musicale. Nous avons aussi organisé un grand jeu qui aura lieu, qui s'appelle Trappes Mission Polaire, qui est en fait un jeu d'énigmes qui aura lieu entre la Meurise et puis le quartier de l'Aérostat. Donc tout a été organisé pour que on puisse le faire en famille, qu'on puisse le faire entre amis. L'idée, c'est un parcours qui peut durer un peu moins d'1 heure et qui va permettre de découvrir aussi la ville autrement, de répondre à des énigmes. Et puis, tout est fait pour que les gens ne se rencontrent pas aussi. Les parcours sont bien sûr sécurisés. Et lors de ce jeu, les participants pourront apercevoir le Père Noël qui sera bien sûr présent. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information revient demain dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet à 18h. D'ici là, vous pourrez revoir cette émission et toutes les autres sur notre site internet tv78.com ou bien sur notre application mobile TV78. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée.